Namasté, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Ilona. Je te laisse t'installer tranquillement devant cette vidéo. Et si tu as cliqué là-dessus, c'est que tu as un fort intérêt par rapport à ce que ça veut dire le mental, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire la conscience. Donc, on va un petit peu voir tous ces termes qui tombent souvent et qui se confondent les uns avec les autres. Et parfois, on ne sait pas de quoi on parle. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'aborder ce sujet? Parce que, en tant que prof de yoga et en tant qu'accompagnatrice, de la conscience, en fait, ces termes, tombent souvent dans les explications et dans l'enseignement du yoga elle-même, dans l'aspect yoga-védantique, tantrique, patanjalien, védique, toutes ces choses. Bah, ces termes reviennent sans cesse à nous enseigner et souvent, bah, même moi-même, j'en étais perdue et c'est pour ça, voilà, la vidéo, elle tombe, elle est là pour toi, pour que tu puisses, un petit peu t'orienter et sortir, de la confusion par rapport à ces termes. Donc on va s'intéresser non seulement à ces termes, aux définitions, mais on va s'intéresser aussi à toute la mécanique de l'esprit. Comment se fait-il qu'on pense quand on pense? Comment on pense et pourquoi? Donc qu'est-ce que conditionnement? Qu'est-ce que c'est, les blessures? Quel impact en fait notre mental a sur notre vie elle-même et sur comment on se sent sur notre plan émotionnel, énergétique et spirituel. Donc voilà, on est parti? Ça y est. Donc, le mental, l'esprit et la conscience. J'ai envie de commencer, par simplement, une phrase qui, qui est souvent utilisée dans le domaine de développement personnel, de la spiritualité, du New Age et cetera, même dans l'aspect yoga et c'est: «Maîtrise ton souffle, maîtrise ton mental, maîtrise ta vie». Donc en maîtrisant notre souffle par les pranayama, les respirations, on amène la concentration sur ça, on arrive à maîtriser notre plan mental, dompter le mental. Ça ne veut pas dire prendre contrôle, mais prendre possession de cet instrument interne. Donc là, je te donne déjà une petite clé. Le mental, c'est l'instrument intérieur. Et donc d'abord, s'intéresser à qu'est-ce qu'on a envie de maîtriser? Mental et l'instrument interne. Mais ce mental, il a plusieurs aspects et c'est ce qu'on va venir découvrir ici maintenant, là, tout de suite. Donc, je vais aller avancer mes diapos pour que je me trouve. On va commencer par la définition. Par la définition du yoga. Dans le deuxième sutra de Patanjali, je t'invite vraiment à aller explorer Yoga Sutra de Patanjali. Ce n'est pas le seul, mais c'est un ouvrage assez génial qui nous aide beaucoup et qui a énormément d'interprétations. Mais donc du coup ici, je t'invite ou je te propose celle-ci, cette interprétation-là que j'ai de mon maître et que j'ai aussi de la part de mon expérience, les années que j'étudie ces thématiques-là. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yogas, Chitta, Vritti, Nirodha. Il y a plusieurs termes en sanskrit. Donc, pour s'intéresser au mental, on va un tout petit peu aller explorer ce que ça veut dire ces termes. Donc, yoga. Qu'est-ce que ça veut dire yoga? Yoga. Union, unité, l'union. Union avec quoi? Souvent, on dit le corps-esprit. C'est l'union. Et l'âme, éventuellement, des fois. Et du coup, là, ces termes tombent. Si yoga, Chitta Vritti Nirodha, signifie yoga, l'union, Chitta signifie le mental, ou l'esprit, ou la conscience. Ça dépend justement des interprétations dans les livres et des auteurs. Ça dépend de où et comment ils traduisent du sanskrit. Vritti, ça signifie les fluctuations des pensées, des vagues, des ondes, tout ce qui parcourt l'esprit, le mental. Ouais, on y va. Et Nirodha, ça veut dire l'arrêt, la cessation ou l'apaisement, parfois. Nirodha. Donc, la définition du yoga ici, c'est yoga, c'est ce qui permet
d'apaiser les fluctuations automatiques du mental. Okay? Et c'est pour ça qu'on fait du yoga. Donc évidemment, le yoga nous aide à être aussi bien dans le corps physique, par les asanas, par la partie posturale, mais le problème du yoga aujourd'hui, et c'est un autre thème évidemment, c'est qu'on prend une partie du yoga et on la prend pour la totalité. Et ça, on a un problème dans l'Occident aujourd'hui. Donc le yoga, c'est vraiment une science qui prend en compte tous les aspects de l'être, le mental aussi, émotionnel aussi, énergétique aussi, spirituel aussi, corporel aussi. Donc le yoga, c'était quelque chose qu'à la base, pour traiter le mal-être intérieur de l'humain. Et d'où vient ce mal-être? Est-ce qu'il vient du corps ou est-ce qu'il vient du mental? Il vient de l'esprit. Voilà pourquoi cette vidéo. Parce que la majorité de notre souffrance, parce que yoga nous donne des réponses et des clés pour vivre une vie joyeuse, abondante, détendue, on s'intéresse à la souffrance parce qu'il y a une souffrance inhérente à la vie. Bouddha a dit Sarvam Dukkham, tout est souffrance. Tout dans la vie est souffrance. Ça veut dire que la souffrance fait partie inhérente de la vie elle-même. Et au moment qu'on va venir à dire cela n'est pas juste, cela devrait être autrement, cela ne devrait pas se produire, cela ne devrait pas arriver, on se crée littéralement un problème au sein de notre mental. Au lieu que de regarder la vie telle qu'elle se produit, telle qu'elle est, souvent on dit la nature est cruelle. C'est déjà quelque chose qui se passe, qui se produit dans la sphère mentale. Aucun animal, même un enfant, ne dira jamais cela ne devrait pas l'être, puisque ça fait partie d'elle. Ça fait partie de la nature. Les animaux se bouffent entre eux. OK? Donc, le mental, c'est quelque chose qui peut nous aider à l'éveil, à élargir la sphère conscience, ou au contraire, le mental, c'est aussi quelque chose qui peut nous amener à souffrir encore plus. Voilà. Donc, pour s'intéresser au mental, on va y arriver. On va d'abord s'intéresser à ce que ce n'est pas le mental. Donc, il y a quelque chose en nous qui n'est pas le mental. OK? Donc, c'est quoi le soi? Il y a les mouvements automatiques, le contenu dans la sphère mentale, mais puisque j'arrive à le voir, puisque j'arrive à l'observer, puisque j'arrive à le définir, puisque j'arrive à le mettre dans des cases, ça veut dire que ce n'est pas moi. Le problème, c'est quand je prends le mental pour le soi. Tout ce qui se passe dans la sphère mentale, je vais m'identifier. Okay? Donc, pour définir le mental, on va d'abord s'intéresser à ce que ça veut dire le moi ou le soi. Le moi, petit, je, ou le soi, la conscience infinie. Donc, la nature de soi est la conscience infinie, ici, dans l'aspect philosophique de Yoga Vedanta, s'appelle Brahman. Brahman. C'est la totalité, l'absolu. La conscience absolue, l'universel. OK? Brahman. La conscience non locale. Puis après, on dit aussi que cette conscience est immuable, éternelle, omniprésent, omnipotent. Elle existe en tout temps et en dehors du temps, espace. C'est cette essence même qui sous-tend toute existence. La conscience Brahman. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut jamais nous déconnecter de cette conscience. Donc souvent, j'entends dans des cours de yoga,
les gens dire: «J'ai besoin de me reconnecter». C'est la première cause, souvent, pourquoi les gens viennent me trouver. J'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Donc la bonne nouvelle ici, tu n'as pas besoin de te reconnecter à toi-même parce que tu es toujours connecté. Tu es toujours cette conscience. La seule chose ici qui varie, qui fluctue, est ce que tu cherches au travers yoga, les techniques respiratoires, les kriyas, le kundalini, la marche en pleine conscience, le qigong, le tai chi, le développement personnel. Ce que tu cherches vraiment, c'est d'amener l'attention à ce qui est. Donc seulement l'attention fluctue, mais la présence demeure. Et voilà les termes qui se répètent. En anglais, on dit awareness. Consciousness, la conscience, et awareness, on n'a pas vraiment le mot en français pour ça. Mais on peut dire l'attention. Je suis aware, je porte l'attention à ce qui se présente ici maintenant. Donc la conscience, elle est ce qu'elle est à tout temps. Tu ne peux pas te déconnecter d'elle puisque tu es ça. Aham Brahmasmi, Brahman. Je suis le Brahman, je suis cela. De ce qui se passe ici, de ce que tu souffres, c'est que ton attention se fragmente. Tu es distrait. Et du coup, tu as littéralement la sensation d'être en dehors de toi. Des fois, ce sentiment de revenir, j'ai besoin de revenir à moi, de revenir à la maison. C'est que tu amènes ton attention à ici et maintenant et tu es à l'instant, tu goûtes à l'instant de ce que tu es, de la conscience. Donc, la nature de soi est la conscience et la conscience aime se manifester. La conscience aime découvrir. La conscience adore évoluer. Et tout ce qui stagne, tout ce qui est bloqué, tout ce qui cesse de croître, tout ce qui cesse d'évoluer, est en conflit avec cette nature. Donc voilà un peu. Tout ce qui n'évolue pas, tout ce qui refuse d'évoluer, tout ce qui résiste à l'évolution est en conflit direct de cette nature profonde que tu es. Ok, je te laisse un petit moment avec ça avant que je tourne ici sur le deuxième diapo. Voilà. Donc nous avons Brahman, l'absolu. On peut dire aussi singularité. On peut dire aussi la vie. On peut dire aussi Dieu, si tu préfères. On peut dire la nature. On peut dire la source. On peut dire la puissance créatrice. On peut dire le champ quantique. On peut dire Shiva Shakti. On peut dire Bhagavan, Krishna. Mère divine. Peu importe le mot que tu mets là-dessus. J'aime bien donner cette illustration de l'océan. Brahman, l'absolu, l'illimité, l'océan. Okay? C'est une des expressions de soi. La deuxième expression de soi, avant de s'intéresser encore au mental, on s'intéresse à ces trois expressions, est Atman ou Jivatman, ce qu'on appelle dans le Yoga Vedanta. Jivatman, individualité, l'âme individuelle, la pluralité, mais notre unicité, ce qui fait que toi, tu es totalement unique et que personne d'autre sur cette terre ne correspond à ce que tu es toi. C'est pour ça qu'on a ces empreintes, un flocon de neige. Cette unicité en toute chose. Chaque chose créée vient du Brahman, est totalement unique, mais porte la même essence. On peut dire aussi la conscience localisée. Okay? Donc le Brahman, la conscience, la source, est non locale. Mais comme la source aime se manifester, aime créer, aime évoluer, comment est-ce qu'elle peut le faire? Au travers des êtres. Donc elle vient se manifester sous forme de l'être humain, sous forme d'animal, sous forme de plantes, sous forme des planètes, etc., etc. Okay.
Ici, je vais l'appeler la vague de l'océan. Mais la vague, l'Atman, c'est la vague qui se souvient océan. Ok? La vague qui se souvient de son essence, c'est l'Atman. Puis nous avons la troisième expression, de soi. Ça en fait partie. Ce qu'on appelle en sanskrit ahamkar, l'ego, le sens du jeu, les étiquettes, ce que je me colle ou ce que la société me colle. Tu es comme ceci, tu es comme cela. On a entendu enfant, de la part de nos parents, de la part de la maîtresse de l'école, de la part de nos amis. Souvent, il y avait des choses qui se répétaient. On nous a identifiés, on nous a catalogués, on nous a collé les étiquettes. Puis, cette étiquette, on l'a pris pour le soi. Donc, l'Atman oublie qui il est. Et donc ici, j'ai envie, c'est vraiment l'illustration. C'est la vague se prend soi pour la vague ultime. Je suis l'ultime vague. Ça, c'est l'ego. Okay. L'orgueil, l'ego. Mais il y a aussi un ego qui est plus subtil que ça. C'est celui qui se prend je suis cette petite vague qui vaut pas grand-chose, qui n'est pas assez, de toute façon, je vais jamais arriver, de toute façon, quoi que je fasse, la vie est contre moi, quoi qu'il arrive, la malchance va toujours être présente dans ma vie, etc., etc. Tu peux rajouter toute phrase qui est autodénigrante, autosabotrice, autoflagellante. Ça, c'est la voix de l'ego aussi. Et ça en fait partie de cette expérience sur Terre. Donc, c'est la vague qui s'est oubliée, qui est séparée de l'océan, qui ne sait pas qui est dans l'océan. C'est un peu la soif, j'ai envie des fois de dire ça, c'est d'avoir soif plein au milieu d'eau parce que l'eau est salée, d'accord? Mais c'est vraiment avoir soif au milieu du lac. Et c'est l'oubli. Mais ça fait partie de cette expérience sur Terre. Donc, on a l'océan, l'essence, l'ultime, l'absolu, Brahman. Atman, qui est identique à Brahman, mais sous forme de localisé, de manifestation locale. L'âme individuelle, unique, unicité. C'est cette unicité. L'ego, ahamkar, c'est le jeu fabriqué. C'est un post-effet de la création. Okay? C'est un construct, une construction mentale, l'ego. Comment ça se construit? On va en parler. Donc, comme je dis, ça fait partie de la vie, c'est que j'ai envie de parler de l'instrument interne. Ce de quoi je parlais tout au début de la vidéo. Si tu es encore là, merci. Sache que pour faire l'expérience de qui tu es, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Radical Confiance et qui part vraiment des fondations. On parle aussi du premier chakra, la racine. C'est vraiment construire les fondations solides dans cette exploration de la conscience. Il y en aura d'autres, évidemment. Mon deuxième programme, Radical Authenticité, arrive bientôt. Mais pour le moment, soit tu peux cliquer sur le petit cadeau des chakras, voilà, un petit dossier pour voir ce que ça veut dire. Et n'hésite pas d'aller atterrir sur ma page www.rituelyoga.com où tu as tout de suite l'accès à tous les événements, à tous les cours de yoga et tout ce qui est programme en ligne. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ici, on va s'intéresser à l'instrument interne qui s'appelle Anta Karana. Anta Karana. Donc, l'Atman, la conscience localisée, utilise cet instrument intérieur pour faire l'expérience de la vie. Exemple, le soleil, les brahmanes. Je donne encore un des exemples qui illustrent un petit peu de ce que je parle. Des fois, ça parle plus. Donc, Brahman, imagine que le Brahman, la conscience, l'absolu, est le soleil. Ici. L'Atman,
et la lumière qui est dans la pièce. OK? Et les fenêtres et les vitres et le mental ou cet instrument antakarana. Les vitres et les fenêtres. C'est ton mental, c'est ton instrument interne au travers duquel tu expérimentes ou grâce auquel tu expérimentes la vie, ta vie. Maintenant, si la vitre est sale, la perception va être déformée, va être erronée. Je vais avoir raison. J'ai raison parce que je vois la chose comme ça. Pourtant, on voit juste à travers d'une vitre bien dégueulasse. Le problème, c'est qu'on n'a pas la conscience que la vitre est sale. Okay? C'est pour ça que je m'intéresse énormément à la conscience et à l'éveil de la conscience. C'est parce que dès qu'on s'éveille dans la conscience, on peut s'apercevoir, waouh, cette vitre, elle est vraiment sale. Et ça, c'est la première étape de l'éveil. C'est de prendre conscience qu'il y a les pensées toxiques. C'est de prendre conscience que les fenêtres et les vitres de ma maison sont sales. Si les vitres, ok, il y a une agitation dans le mental, ben, il y aura la perturbation et la perception de la réalité de la vie va être très instable. J'aurai littéralement l'impression que rien ne tient, que je suis pas au bon endroit, que je suis pas bien dans ma vie, j'ai pas ma place. Radicale confiance. Ça, c'est vraiment un programme qui va de 8 semaines, investissement de 8 semaines de pratique pour vraiment avoir ce socle. Correction de la perception. Si la vitre est claire et limpide et quotidiennement nettoyée, c'est pas parce que je me suis brossé les dents qu'une fois, le matin, le 13 mars, que le 14 mars, c'est bon. OK? Très importante ici. Pourquoi je prêche souvent cette pratique régulière, constante, courte, mais tous les jours. C'est 3 minutes de brassage des dents, c'est tes 3 minutes de méditation. C'est 3 minutes que tu amènes ce mental fragmenté à la maison. Donc, quand tes vitres sont propres, quotidiennement entretenues, de temps en temps, tu fais les affaires, mais il y a un ménage quotidien que tu fais. La perception sera directe. Qu'est-ce que yoga? Yoga consiste à nettoyer les vitres. Okay? La méditation quotidienne, le somatique, les postures, les respirations, les kriyas, le kundalini, la danse, la marche en pleine conscience, le japa mala. Tout ça, ce sont des pratiques qui te permettent de clarifier ton organe intérieur à travers duquel tu expérimentes le monde. Donc, d'abord, tu mets en ordre ceci, puis après, tu prends ce premier pas envers la vie dans la manifestation, dans la réalité manifeste. Mais si tu vas avec tes vitres constamment sales, même si le monde est gentil et bienveillant, tu vas pas le percevoir comme ainsi. Tu vas le percevoir comme un danger, tu vas le percevoir que la vie est injuste, tu vas le percevoir comme quelque chose qui t'arrive, la malchance et ce genre de choses. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali et dans le Yoga Vedanta, on va surtout s'intéresser à cet instrument de vie interne, à l'antakarana, plutôt qu'à la métaphysique ultime. Okay? C'est pour ça que, comme il dit, Yoga Chitta Vritti Nirodha, quand les fluctuations du chitta, du mental s'apaisent ou cessent, quand on nettoie les vitres, la conscience se reconnaît elle-même. L'Atman se reconnaît lui-même et gagne, entre guillemets, de plus en plus de Brahman. Et c'est ça le chemin de l'éveil. L'éveil n'est pas une situation, un événement avec lequel tout est terminé, tout est fini, game over. C'est le début du chemin. Avec l'éveil, ça commence. L'Atman réalise, aha, je suis pas mon mental. Je suis pas ces fluctuations automatiques, ce pilote qui va à toute vitesse et qui va dans n'importe quelle direction. Je ne suis pas ça. Je peux ne pas m'identifier
à ce qui se passe ici à l'intérieur de mental. Prends une grande inspiration. Et expire. Voilà, je te laisse avec cette vidéo à intégrer cette partie. On va continuer avec d'autres vidéos. Si elle t'avait apporté quelque chose, une clarification sur ce sujet, n'hésite pas de la partager, de la liker, de l'enregistrer pour avoir l'accès à cela plus tard. Et voilà, si tu veux aller plus loin, bah, tu as la possibilité avec mon programme en ligne et avec des événements un peu plus locaux. Je t'embrasse très fort et je te souhaite belle continuation à une prochaine vidéo. Namaste.